Bonjour Jean-Louis, merci de recevoir le magazine de Kelvin pour cette interview. Jean-Louis Boucon, 63 ans, sculpteur. Alors, avant de se pencher plus précisément sur cet art qui remplit votre vie depuis 6 ans, comment en êtes-vous arrivé là? Quel a été votre parcours professionnel? Bon, j'ai un parcours plutôt technique. Je travaille dans le domaine de l'industrie, d'abord dans l'horlogerie, ensuite dans le domaine du prototypage, où là je me suis exercé dans le domaine de la résine, donc prototypage toujours de produits industriels. Mais cette expérience m'a permis après de pouvoir donc travailler ça au niveau des sculptures. Vous avez toujours côtoyé le monde artistique de très près, en commençant par faire de la peinture à 25 ans par exemple, agrémenté de cours du soir aux Beaux-Arts pour continuellement évoluer. Par quelle étape êtes-vous passé avant d'en arriver à la sculpture, plus spécifiquement celle que vous réalisez aujourd'hui? Bon, je me suis toujours intéressé à la peinture. J'ai fait de la peinture depuis mon plus grand jeune âge, enfin, et ensuite adolescent. Et sur les conseils d'un peintre, j'ai fait les Beaux-Arts en cours du soir et j'ai fait comme beaucoup des peintures paysages du Haut-Doubs, bouquets de fleurs, bord de mer, mais avec une envie de mettre de plus en plus de matière dans mon travail. Donc j'ai fini par acheter des produits de finition de bâtiments pour pouvoir donc mettre des épaisseurs intéressantes. Et mon modèle était à l'époque Nicolas de Sales qui faisait des tableaux de plusieurs centimètres d'épaisseur. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis posé la question de savoir si je ne cherchais pas la troisième dimension. Et c'est un peu pour ça que je me suis mis à la sculpture, dans le cadre d'une association qui proposait donc un atelier de sculpture sur pierre. C'est comme ça que j'ai appréhendé donc, la troisième dimension. Vous avez une technique de réalisation assez spécifique pour vos sculptures. De l'idée à la mise en place finale, comment procédez-vous? Quelles matières utilisez-vous? Comment les travaillez-vous? J'ai commencé à faire de la sculpture donc, sur de la pierre principalement. C'est un produit qui est lourd, qui est long à travailler, et ça ne me convenait qu'à moitié, dans le sens où je voulais réaliser des objets à peu près de ma grandeur, pour avoir donc un rapport d'égal à égal avec la sculpture, une genre de confrontation de même volume. Et ça, donc avec la pierre, ça me posait des problèmes de poids principalement, parce qu'un objet de 2 mètres de haut, ça fait plusieurs tonnes, et ça me convenait pas tout à fait. Et je voulais aussi que les gens qui possédaient mes sculptures puissent s'amuser avec. Donc je voulais des sculptures qui aillent dans les jardins et que les gens puissent éventuellement les déplacer facilement, sans avoir besoin d'une aide, d'une grue, des choses comme ça. Alors donc j'utilise des produits légers et en même temps peu coûteux, parce que le bronze qu'on peut utiliser pour des sculptures est devenu inabordable, donc ça me convenait qu'à moitié. Je voulais faire des sculptures qui étaient abordables et en même temps légères. Comment vous utilisez vos matières? Par quelle étape passez-vous? Alors j'ai pensé utiliser des polystyrènes, tout bêtement. C'est pas un matériau noble, mais c'est un matériau bon marché, léger, facile à travailler. Donc on peut rapidement faire des blocs de plusieurs mètres de haut avec des morceaux de polystyrène, puisque maintenant on utilise du polystyrène d'isolation dans le bâtiment qui a d'assez grosses dimensions, enfin jusqu'à 40 cm d'épais. C'est comme ça que par rapport à un modèle que je réalise en terre, je me fabrique un bloc de 2 mètres de haut et je taille dedans à la silicoïne, à la râpe, mais en quelques heures, j'ai enlevé presque quelques mètres cubes de produits que dans la pierre, j'aurais enlevé que quelques morceaux. Et ça, quand l'inspiration est là, quand l'envie est là, on a envie d'aller vite, et la pierre ne me convenait pas à cause de ça. Tandis que le polystyrène, je peux vraiment donc aller travailler très rapidement, et c'est l'intérêt de ce produit. Et ensuite, avec la résine, comment vous faites avec l'association résine-polystyrène? Mais c'est vrai que le polystyrène en soi n'est pas un matériau à montrer directement comme ça, parce que ça dévalorise le produit. On ne peut pas faire une sculpture en polystyrène, parce que ça ferait rire les amateurs. Donc, et pour un aspect d'état de surface et de conservation à l'extérieur, j'ai pensé au polyester, à la fibre de verre, comme on fait des canoës-kayak, donc qui ont une bonne tenue à l'extérieur. Et le rendu final de la fibre de verre mélangée à la résine m'intéressait, parce que ça fait une structure
qui est intéressante. Donc je n'amène pas ma résine à fond pour rendre la surface parfaitement lisse. Ce qui m'intéresse, c'est le dessin de la fibre de verre aussi, tous ces moirés que la fibre de verre provoque à l'intérieur de la résine, enfin, du produit fini qui m'intéresse aussi. Donc là, c'est le matériau qui décide, je suis désolé, mais en même temps, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me convient. C'est pas trop dangereux, tous ces produits que vous utilisez, vapeur, odeur, brûlure, par rapport à la résine? Oui, c'est vrai que le polystyrène, tout le monde sait que ça part en petits morceaux, en petites billes. On s'en met plein les yeux, on en respire. Donc je me déguise un peu en cosmonaute pour le travailler. Et puis après la résine, c'est vrai qu'il faut éviter de trop respirer. C'est pour ça que je travaille à l'extérieur en général. Quand il y a un peu de vent, ça m'arrange, un peu de bise. Je me mets la bise dans le dos et je travaille mes résines comme ça. C'est vrai que Niki de Saint-Phal en est morte parce qu'elle travaillait à la résine. Bon, c'est un exemple, mais je prends des précautions. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas travailler avec des gants et puis déguiser comme un cosmonaute parce qu'on transpire, c'est pas l'idéal. Donc on peut dire que ça pollue un peu, oui. D'un style assez épuré, vos sculptures sont plutôt destinées à être exposées dans quelle ambiance, quel genre d'espace? On parlait tout à l'heure des jardins. Oui, parce que pour trouver un espace intéressant par rapport à des sculptures qui font environ 2 mètres de haut, ou 1,50 m à 2 mètres, 2,50 m, il est difficile de trouver des intérieurs maintenant, à part quelques châteaux qui subsistent. On n'a pas les volumes pour pouvoir donc recevoir ce genre de sculpture. Et en même temps, donc, on a une culture de jardin maintenant qui est très, très, très approfondie, très avancée. Tout le monde bricole, va dans les jardineries et essaie d'installer des jardins, jusqu'à des jardins japonais. Et je pense que la cerise sur le gâteau, dans un jardin, c'est de terminer par une sculpture. C'est ce qu'ont fait nos rois à une époque. Pourquoi pas se prendre pour Louis XIV et puis installer sa sculpture dans son jardin. Donc je propose ça. Et je fais des sculptures noires parce que sur le gazon vert, je trouve que c'est un très beau rendu. Et dans mes formes, je ne vais pas au détail, je ne dessine pas le bouton du golfeur parce que je fais des golfeurs. Non, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est la forme. Donc des formes pures, simples, et qu'on repère de loin, mais je ne m'attache pas aux détails. Ce que je veux, c'est uniquement donc un mouvement. C'est ce que je recherche dans la sculpture. Justement, pour parler des golfeurs, dans vos réalisations, on peut apprécier cette série de silhouettes de golfeurs. Pourquoi ce choix? Pourquoi le golf? Parce que je pratique un peu du golf et puis qu'il y a de beaux espaces de gazon. Et je me disais dans mes espaces, dans les endroits où je pratiquais mon sport, je me disais mais ce serait extraordinaire d'avoir une sculpture de moi posée là, sur ces greens, sur ces endroits parfaitement propres. Et en même temps, je pense qu'il y a une clientèle peut-être pour des sculptures, parce que les golfeurs ont peut-être cette envie de plein air ou de beauté. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui fréquentaient les golfs, qui faisaient du golf et qui appréciaient des sculptures en même temps. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait cette sensibilité-là. Vous avez d'ailleurs exposé dernièrement au golf de Montreux. Comment est-ce que les golfeurs ont accueilli ces silhouettes sur leur parcours? C'est d'abord un Suisse qui est venu jouer à Besançon, qui a aperçu mes sculptures, parce qu'on organise une exposition d'artistes golfeurs tous les étés au golfe de Besançon, donc il a remarqué mes objets, et c'est lui qui a voulu embellir ou présenter le golfe différemment avec mes sculptures donc sur Montreux. Et j'ai eu un très bel accueil, donc une très belle surprise. J'ai d'ailleurs un signe que j'ai posé dans l'eau en arrivant qui est resté sur place. Ensuite, 3 ou 4 autres golfeurs m'ont fait l'honneur de m'acheter des sculptures que je suis allé installer chez eux, parce que je voulais voir un peu dans quel environnement elles étaient. C'est vrai que je repasse de temps en temps devant mes sculptures chez des particuliers pour voir quel effet ça a, et je suis relativement satisfait. Et quelquefois, je me pose des questions de savoir si c'est bien moi qui ai fait ça, parce que c'est assez gratifiant, je suis assez satisfait des résultats. On pense que ça peut ne plus marcher aussi derrière. Donc là, il y a une nouvelle saison qui se présente, je ne sais pas ce que je vais
faire comme nouvelle pièce, j'ai des idées, mais en même temps j'ai la crainte de ne pas être de nouveau dans cet état de grâce de création, et puis de me décevoir, parce qu'en fait le travail que je fais c'est surtout pour moi, c'est pas tellement pour les autres. Pour l'avenir, qu'est-ce que vous nous préparez? Mais j'ai toujours la piste du galet. Moi, je suis un peu comme Henry Moore, qui est un sculpteur anglais très connu du siècle dernier, donc, qui sortait de la plage avec un paquet de galets dans les poches. Et moi, j'ai remarqué que je faisais comme lui. J'ai su par après qu'il sortait de la plage avec des galets. Et moi, le galet reste pour moi la forme idéale. Et donc toutes mes formes tournent autour de choses rondes, autour du galet. Donc ça c'est récurrent chez moi. J'aurais toujours ce travail sur des formes rondes, des formes pleines, des formes où il y a de la volupté. J'ai besoin de ce genre de sentiment de volupté pour travailler. En même temps ça me remplit, ça me nourrit, ça me fait du bien. J'ai réalisé des objets aussi en hauteur et lancés dernièrement, et j'ai envie de reprendre aussi cette idée. Parce que ça reprend un peu l'idée des arbres, des troncs d'arbres, c'est-à-dire que des sculptures à côté de troncs d'arbres, c'est pas anachronique, c'est quelque chose qui va dans le même sens. Donc j'ai envie de continuer dans des silhouettes aussi féminines, parce que je suis quand même habité par le féminin, par le corps de la femme, et c'est récurrent, ça revient régulièrement dans mes dessins. Et régulièrement, je reviens à ces formes féminines parce que je pense qu'elles m'habitent et que ça a été la base de travail de nombreux artistes, et chez moi c'est aussi le cas. Un petit peu plus de couleurs peut-être? Alors c'est un peu le problème de la sculpture. C'est vrai que quand on travaille la pierre, on a la couleur de la pierre. Moi je travaille la résine, je travaille principalement le noir parce que c'est quelque chose de noble et j'ai peur que la résine fasse un peu plastique ou plastoc en couleur, mais ça me chagrine. J'ai d'ailleurs fait des essais, des tentatives de couleurs. Tout à l'heure, je parlais de liquide Synfal dans les produits toxiques qu'elle a avalé et qui a été dommageable pour elle. En même temps, ces objets qu'elle réalisait, c'était très haut en couleur, donc ça reste pour moi un exemple. Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai fait des essais de maillots de bain sur des corps féminins, et je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc je pense que j'ai encore ça à creuser, donc j'ai encore du travail devant moi. Je peux mettre de la couleur dans mes sculptures quand elles seront trop tristes ou bien trop ternes. J'ai la possibilité de mettre la couleur, mais je me réserve ça pour la suite. On attend avec impatience de voir toutes ces nouvelles choses. Merci Jean-Louis d'avoir reçu le magazine Degré Kelvin pour cette interview. Et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie.